enregistrer. Hop, voilà, comme ça va enregistrer. Donc, l'objectif, c'est de vous introduire en fait les concepts qui vont nous intéresser en TDC. Et pour ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va explorer en fait un certain nombre de peintures qui sont des grands classiques en art. Mais bien sûr, tout ce qu'on va voir aujourd'hui s'applique à toutes les formes d'art, que ce soit la musique, le théâtre, le cinéma et toute autre forme d'art qu'on pourrait imaginer. Ça marche? Donc en fait, à chaque tableau, je vous pose des petites questions. Bon, tout le monde est prêt? Je vais démarrer. Et ceux qui ont des problèmes de connexion, tant pis, je suis désolé. Mais ça ne vous empêchera pas de suivre. Vous êtes prêts? Tu vois pas ton pseudo? Ah bah. On va reperdre 40 minutes juste à se connecter. Il y en a qui arrivent très en retard. Et Irani qui vient de se co. Ok. Tout le monde est connecté maintenant, c'est bon? Mettez un plus. Alors, je vois que vous êtes 28 dans Zoom, 18 sur Kahoot. C'est parce qu'il y en a qui doivent avoir des problèmes de connexion. Bah, tant pis. Les deux derniers, est-ce que vous avez réussi à vous connecter à Zoom là? Irani et je ne sais plus c'était qui l'autre. Faites vite, je vous laisse 2 minutes. Et normalement, effectivement, vous avez une page verte. Vous êtes sur la page verte qui vous dit You are in. Ok, allez, je vais démarrer. Donc, ça va démarrer avec une première peinture. Il y a une question qu'on vous pose. Et en fait, à chaque fois, une fois qu'il y aura les réponses, moi, je vais faire une pause sur le tableau et je vais vous expliquer en gros quels sont les concepts à comprendre autour de ce tableau-là. C'est bon pour tout le monde? Ok. C'est parce que, en fait, pour communiquer, pour que ce soit plus simple, entre nous, on met plus pour dire oui et on met moins pour dire non. Comme ça accélère la communication. Donc, mets un plus si tu as compris, Marie. Parfait. Bien, donc je démarre, c'est parti. Et je vais mettre des pauses. Il y a 17 tableaux qu'on va voir. Et je vais mettre une pause entre chaque tableau. Allez, c'est parti avec le premier. Donc, vous avez d'abord la question avant et après, vous voyez le tableau. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours la question dessus. Donc là, on a un tableau et on nous demande qui est la déesse qui est représentée sur ce tableau. Donc, vous sélectionnez la couleur en fonction de qui vous pensez que c'est. Je vois qu'il n'y a que 5 personnes qui ont cliqué. Alors, est-ce que tout le monde a compris comment ça marche? C'était un test pour voir si tout le monde a compris. Je vois qu'il n'y a que 6 personnes sur 18 qui ont répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu le temps de cliquer? Vous pouvez écrire dans le chat. Vous n'avez pas eu le temps. Ah bah, faut aller vite. J'ai mis que 20 secondes à chaque fois. Ok, si tu as répondu, c'est bon. Les couleurs ne s'affichent pas. Ah, ça veut dire que ta connexion n'est pas suffisante en fait. Alors, ceux qui ne voient pas que ça se met à jour correctement, c'est qu'ils ont des connexions trop lentes. Mais ce n'est pas grave. Essaye de répondre toi-même chez toi dans ce cas-là. Ce n'est pas grave. C'est juste pour stimuler la réflexion avant de discuter à chaque fois sur des concepts qu'il y a à voir à l'intérieur du tableau. Quelqu'un qui me demande le numéro du Zoom encore. 308 016
6051. Voilà. Donc, je vais rafficher le tableau. Donc, pourquoi j'ai sélectionné ce premier tableau justement pour commencer notre introduction sur l'art? C'est parce qu'il symbolise un peu les grands concepts en fait qui vont nous guider pour justement qui vont nous guider sur quel concept on doit toujours avoir en tête si on veut analyser correctement la production de connaissances en art. Le premier qu'il va toujours falloir qu'on ait en tête, ça va être l'ouverture d'esprit parce que nécessairement, il va falloir s'ouvrir à des cultures qui sont très différentes des nôtres pour bien comprendre comment ça fonctionne. Il va falloir aller regarder dans toutes les régions du monde, mais aussi à toutes les époques. Et d'une époque à une autre, quelque chose qui peut choquer à une époque ne choque pas nécessairement à une autre époque. Sinon, ce tableau, on va regarder comment il est construit. Donc, vous avez pu voir que la réponse, c'est Vénus. D'accord ? Ce tableau représente Vénus, qui était une déesse de la beauté et de l'amour à l'époque romaine. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que ce tableau, justement, symbolise un peu ce qu'est la création artistique et ce qu'est justement la notion de création qui est associée avec très souvent à la sexualité. Vous allez voir que la sexualité, c'est un thème très récurrent en art parce qu'il est directement connecté à la notion de création. Et le deuxième côté sur ce tableau qui est intéressant, c'est que pour pouvoir le comprendre en art, très souvent, il va être nécessaire de connaître un certain nombre de codes et donc du coup d'avoir une très grande culture artistique pour pouvoir décoder les tableaux. Parce que ce n'est pas toujours évident de décoder correctement le tableau. Alors pourquoi je disais que cette œuvre de Botticelli faisait référence à la création artistique? Pour ça, déjà, il faut avoir une connaissance sur la culture grecque et comprendre comment est née Vénus, qui est au centre ici. D'accord ? Le personnage à droite ici, c'est Zéphyr. Et ici, c'est une heure. Elle représente le printemps. Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est déjà de connaître la mythologie grecque. Est-ce que vous savez comment Vénus est née? Et pourquoi elle symbolise justement la grâce divine, l'essence divine justement qui prend naissance sur Terre? Ok, je vais vous raconter rapidement. Donc, en gros, dans la création du monde grec, les deux premiers, c'était Ouranos et Gaïa. Ouranos, c'est l'univers et Gaïa, c'est la Terre. Et à eux deux, en fait, ils ont fait plein d'enfants, on va dire, dont les titans. Okay, les titans qui eux-mêmes donneront naissance aux dieux grecs que vous connaissez. Et il y a un de ces titans qui s'appelle Chronos, le temps, qui a décidé que ça allait être lui qui allait être le nouveau créateur de l'univers, qui allait prendre la place de son père. Donc pour ça, il fallait que ça devienne lui le seul et l'unique créateur dans l'univers. On parle d'art. C'est lui, il voulait être donc, du coup, le nouveau créateur en fait, de l'univers. Et donc, du coup, pour ça, il devait passer nécessairement, il devait empêcher son père de pouvoir créer. Donc, symboliquement, comment un homme crée? Ce qu'a fait Chronos, il a tout simplement émasculé son père. Donc, il lui a coupé les testicules, si vous préférez. Donc, on voit bien ici qu'il y a une symbolique. Il y a quoi à faire sur Kahoot? C'est à chaque tableau, en fait, au début, il y a des petites questions pour introduire le tableau, en fait. Et donc, du coup, quand Ouranos s'est fait émasculer, il y a une partie de sa semence, donc de la semence divine, hein, du grand créateur de l'univers, qui est tombée dans la mer sur Terre et justement qui a enfanté Aphrodite. Donc, Aphrodite, en fait, symbolise cette beauté qui est la rencontre, en fait, entre les mortels sur Terre et justement qui viennent être touchés par cette essence divine. Alors, on voit bien qu'on est dans le symbolisme, on est dans le mythique, il va falloir décrypter et pour ça, il va falloir justement acquérir plein de connaissances en fait, pour de mieux en mieux comprendre comment fonctionnent ces tableaux. Et ça, c'est d'autant plus difficile, c'est que d'une culture à une autre, eh bien, nécessairement, il va falloir réactualiser ses connaissances. Si on veut étudier des peintures, et c'est pour ça que moi j'ai essentiellement pris là, dans ce cours des peintures européennes, c'est parce que c'est des peintures sur lesquelles je vais être le plus à même de vous parler. Mais tous les concepts qu'on va voir sont transposables dans d'autres cultures. Okay,
C'est juste que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de vous parler, par exemple, d'art au Japon. Il va me manquer beaucoup trop de code. Donc, les deux concepts qui sont à retenir ici, c'est d'un côté l'art qui est vraiment connecté avec la notion de création, et donc du coup, de tout ce qui peut symboliser la création. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un des thèmes récurrents en art, c'est la sexualité sous toutes ses formes. Et de l'autre côté, un tableau, bah, ça se décrypte. Et pour qu'on puisse le décrypter, il va falloir acquérir beaucoup de connaissances. Ça va jusque-là? Je peux passer à la suite? Mettez un plus pour que je passe à la question suivante. Super, je passe à la suite. Attention, il y a 20 secondes. Hein. Vous êtes prêts? Il y a un petit temps au début et après, il y a 20 secondes. C'est parti. Ah, mince, raté. Il y a d'abord les scores. Hop, c'est parti. Ah, il y a plus de réponses là, c'est bien. Alors, de nouveau, on va essayer de s'interroger. Donc là, il y en a 4 qui ont mis la bonne réponse. Ici, ils symbolisent le viol. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comment on peut faire pour décrypter ce genre de toile. Augmente le temps. Alors déjà, tu ne me tutoies pas. Et je ne peux pas le faire. C'est trop tard en fait. Donc, ça peut paraître super étrange. Donc du coup, on vient de dire que cette toile de George Watts symbolise le viol. Donc il va falloir qu'on en discute un peu, que je puisse justement vous expliquer. De nouveau, pourquoi j'ai pris celle-là juste après la première? C'est parce qu'on a encore une référence mythologique. Donc, on voit bien que l'histoire d'une culture, et notamment les anciennes cultures autochtones, ça va être toujours des sources d'inspiration pour les artistes modernes. D'accord? Donc déjà, ça connecte avec un autre domaine. C'est difficile de trouver. L'objectif est juste de vous faire réfléchir, pas que vous ayez la bonne réponse. D'accord, hein, baignant. L'objectif, c'est juste d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça nous inspire? Tu verras, il y aura peut-être des questions plus faciles que d'autres. Alors, le nom de la toile, j'ai oublié le nom de la toile, mais l'artiste, c'est George Frederick Watts. Il est écrit juste ici. Et je crois que c'est le Minotaure, le nom de la toile, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour ça, pour décrypter la toile, on va essayer de replonger un petit peu de nouveau dans la culture à laquelle fait référence notre artiste. Donc, c'est la culture grecque, de nouveau. Et le Minotaure, c'était quoi? Le Minotaure, c'était un monstre qui habitait dans un labyrinthe. Et les Crétois étaient obligés, les gens de Thèbes, pardon, étaient obligés d'envoyer là-bas des femmes vierges et des hommes vierges. Et le Minotaure les dévorait. Donc, en fait, le Minotaure, il représente, en plus, là, on voit qu'il a un aspect très masculin, hein, c'est un homme. Donc, du coup, il symbolise la violence et notamment, il est là pour détruire l'innocence. L'innocence en justement dévorant des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont encore vierges. Donc, on considère qu'ils ne sont pas encore, on va dire, des femmes et des hommes accomplis ou mariés, quoi. Donc, ils sont encore innocents, on va dire, de la vie en société. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le remettre dans le contexte où Watts a dessiné cette toile. Il venait d'y avoir un scandale à Londres, en fait, parce que les populations les plus pauvres étaient très touchées par la prostitution, et notamment la prostitution des mineurs. Et il y avait un certain nombre de militants à l'époque, dont Watts a fait partie, qui souhaitaient que soit augmenté en fait l'âge légal pour avoir le droit d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'à l'époque, à Londres, l'âge légal était de 13 ans, donc beaucoup trop tôt. Et en fait, Watts considérait que c'était tout simplement du viol parce qu'on ne peut pas être consentant à cet âge-là. Donc, on voit ici, en fait, cette toile est hyper violente quand on connaît le message politique qu'il y a derrière. En fait, il est là pour dénoncer le viol des mineurs et la prostitution à Londres. Mais on voit que c'est hyper bien caché. Le message est
entièrement crypté et il est indécryptable si justement on n'a pas tous les codes. Ce qui est intéressant, on sait déjà que le message il va être mauvais rien qu'à regarder cette toile. Cette toile, elle est moche, on est d'accord. Et c'est fait exprès en fait, c'est volontaire. On voit les traits du Minotaure sont bruts, ils sont grossiers, ils sont pas beaux. Et ben, c'est justement pour montrer justement toute la laideur de ce Minotaure qui représentait la noblesse, la noblesse londonienne qui vient écraser justement l'innocence de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. Ça vous va? C'est clair? On continue? Donc, c'était juste pour montrer qu'un message, une œuvre d'art peut servir de message politique aussi. Et pareil, à chaque fois, on va essayer de la coder, de la codifier. Il ne faut pas que ça soit clair parce qu'on essaye d'exprimer des émotions et d'autres choses, des ressentis en fait. On passe à la suite. Hop, les points qui s'actualisent. C'est parti. Ah, là, je suis sûr que vous allez la trouver facile. Ah, ou pas. Si. Très bien. Je vois que on a trouvé. Aïcha, ta question, c'était pour la toile du Minotaure? Mais un plus, si c'est ça. Alors, si c'est… OK. Sur la toile du Minotaure, donc je disais, c'est qu'une œuvre d'art peut servir, c'est aussi l'art, c'est très souvent un moyen justement pour faire passer des messages politiques. D'accord? On avait toujours cet aspect crypté qu'il fallait décoder, et donc du coup, il faut une certaine culture pour comprendre. Mais derrière, l'objectif de cette toile, quand Watts l'a peinte, c'était vraiment l'objectif de choquer en fait et de sensibiliser à un problème politique. Ah, ça arrive, oui, c'est lié. Je vois juste les couleurs et pas les questions. Les questions, il faut regarder Zoom. Tu vois, les questions sont au-dessus à chaque fois. Tu vois, les questions sont là. En dessous, il y a la toile et en dessous, il y a les réponses possibles. Donc, effectivement, cette toile représente l'incrédulité de saint Thomas face à la résurrection de Jésus. Et puis, il met le doigt dans la plaie, là où il y a eu la lance de Longinus était venue se planter. Donc, pourquoi cette toile? Pour deux raisons. La première, c'était pour montrer que, comme avant, mais avant, je l'avais montré qu'avec la mythologie antique, là, on est dans le cadre de la mythologie chrétienne. Et les systèmes de croyances religieuses sont de très grandes sources d'inspiration à l'art. Et ça, vous allez partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, etc. Souvent, la plus grosse partie des productions artistiques sont très liées justement au système de croyances religieuses. Ce qui est intéressant chez Caravage, j'ai voulu le mettre aussi, c'est parce que l'art, la recherche et la production de connaissances en art, ce n'est pas seulement des messages politiques, ou ce n'est pas seulement représenter, par exemple, un concept, comme la toile de Botticelli qui représentait la création. C'est aussi parfois des techniques de peinture, c'est-à-dire la technique fait partie des connaissances qu'on peut produire. Et par exemple, Caravage, toute sa vie a été entièrement dédiée dans ses toiles à représenter au mieux la lumière. Et il s'est rendu compte que pour représenter au mieux la lumière, il fallait que ces toiles soient très très sombres. Vous remarquerez, et puis si vous avez l'occasion de rechercher sur Internet, systématiquement, ces toiles sont très obscures. Elles sont très ténébreuses. Et en fait, grâce à ces techniques, c'est ce qui lui a permis d'avoir tous ces jeux de lumière sur les personnages. On voit que Jésus, ici, est extrêmement rayonnant. D'accord? Cette technique a tellement marqué son époque que Caravage a carrément donné son nom à cette technique de peinture. Okay? Donc, dans les connaissances en art, il n'y a pas que des connaissances sur des recherches de concepts, des émotions ou des messages politiques, il y a aussi la technique. Et on va voir que c'est un point très important dans plein de courants artistiques. Je passe à la suite. Est-ce que c'est clair pour l'instant, les explications, c'est fluide? Ok, parfait. Je passe à la suite. Donc, actualisation des points.
Hop, c'est parti. Mince, j'ai mis ce clic. Vite, 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 vite. J'aurais dû mettre plus de temps, effectivement. 20 secondes, c'était peut-être court. Toutes les réponses sont bonnes. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Alors, je suis sûr que cette toile, vous l'avez déjà vue, c'est le radeau de la Méduse de Géricault. On la trouve au Louvre, pour ceux qui ont l'occasion d'aller, qui ont eu l'occasion ou qui auront l'occasion d'aller visiter le Louvre à Paris. Je vous invite à vous arrêter devant cette toile, elle est extraordinaire quand on la voit de près. Et elle est assez extraordinaire pour son photoréalisme. Et surtout, profitez-en maintenant, parce que cette toile-là, il est probable que d'ici quelques années, on ne puisse plus l'admirer, parce que la technique de peinture qui a été utilisée est au plomb. Et le problème, c'est que le plomb, au fil des années, ça devient noir. Et donc, du coup, cette toile est en train de s'effacer au fur et à mesure. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus, sur les 4 réponses. Alors, en fait, pourquoi cette toile, elle est très intéressante? Elle a fait pour plein de points, en fait. Déjà, c'est un message politique, comme les autres, pour dénoncer justement, on va dire, du pistonnage au sein de la royauté française, un capitaine qui avait été nommé alors qu'il n'était pas du tout compétent. En fait, le bateau s'était échoué au large de la Mauritanie, du Sénégal. Et les passagers, du coup, sont restés des semaines et des semaines. Pardon. Ah ouais, bah, mince, j'ai fait une bêtise. J'ai cliqué sur Next. Et les passagers, du coup, ont dû s'entre-dévorer en fait, pour survivre. Mais surtout, ce qui a fait le plus scandale, au final, c'était pas ça. Ce qui a fait le plus scandale, c'est… Attendez, je vais vous l'ouvrir ailleurs. Est-ce que je vais mettre… Je suis désolé d'avoir passé, pardon. On ne peut pas l'avoir en grand. Pourquoi je disais, ce qui est intéressant dans cette toile, c'est le degré de photoréalisme qui est fou. C'est parce que pour être au plus juste, Géricault, ce qu'il a fait, il est allé dans les morgues parisiennes pour étudier les cadavres et pour étudier justement leur couleur, leur aspect, les gonflements de la peau, etc., pour essayer justement de le reproduire au mieux sur la toile. Et ça a donné tout un courant de la peinture qui est le réalisme, même le photoréalisme. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de photoréalisme, ça n'existait pas la photo. Mais cette recherche d'être au plus proche de la réalité. Donc là, de nouveau, on est dans de la technique de peinture qui essaye de s'approcher au plus de la vérité. Et au passage, on avait un message politique derrière. Vous allez voir, quand on va arriver à une époque plus moderne, quand on va arriver proche de notre époque à nous, le réalisme tend à disparaître et on est de plus en plus dans des choses abstraites, ce qui est relativement normal puisqu'il y a un nouvel art qui est apparu, qui est l'art de la photographie, qui n'existait pas à l'époque. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans l'art, c'est qu'il évolue justement en fonction de son époque et en fonction des techniques auxquelles il a accès. Mais le souci du réalisme, vous allez voir qu'il y en a d'autres, ils l'ont interprété sous une autre manière. Ah, cette question est peut-être un petit peu dure. Ah il y en a qu'un qui a eu vent. Félicitations à celui qui a dit l'impressionnisme. Effectivement, c'est le courant impressionniste. Mince, je me suis trompé. C'est ici. Hop. Claude Monet, c'est effectivement le courant impressionniste. Mais pourquoi je disais que cette question était peut-être un petit peu dure, c'est parce qu'ils sont très souvent associés justement au réalisme et au naturalisme.
Pas au symbolisme, par contre. Le symbolisme, c'est quelque chose de très différent, c'est très abstrait, le symbolisme. Quand je parlais tout à l'heure qu'on essayé de chercher le photoréalisme, chez les impressionnistes, c'est très différent. Chez les impressionnistes, leur objectif, c'était vraiment d'essayer de représenter les lumières telles qu'elles apparaissent pour de vrai dans la nature. Et dans la nature, normalement, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de contour. Et c'est pour ça qu'un tableau impressionniste, il faut toujours le regarder de très loin, en fait. Si vous regardez de proche, de près, un tableau impressionniste, vous allez vous dire, bah, c'est pas si beau que ça, c'est plein de petites taches, en fait. Leur technique de peinture, donc là, on était vraiment dans de la technique de peinture, qui fonctionne, je ne sais pas si vous connaissez, qui fonctionne par plein de petits ajouts au pinceau. On tapote, en fait, on vient tapoter le tableau pour faire plein de petits points. Alors, un peu… si un artiste m'entendait, il serait en train d'hurler. Mais en gros, globalement, c'est ça. Justement, pour essayer de représenter cette impression de flou qu'est la vision naturelle, en fait. Et c'est pour ça qu'un tableau impressionniste, il faut le regarder de loin. Donc là, de nouveau, dans ce tableau, on est dans une recherche de technique. Et ce qui est intéressant aussi avec le courant impressionniste, c'est pour ça que je disais, il est souvent associé au courant naturaliste ou réaliste, c'est qu'il est un peu monotone. Vous voyez, il ne se passe rien. Parce qu'il est là pour représenter la réalité. On a des gens qui sont sur une terrasse. Voilà. Et ça, c'est une grande particularité de ce mouvement-là, c'est qu'il ne se passe rien. On trouve ça aussi dans la littérature, par exemple, chez Maupassant. Chez Maupassant, vous allez voir, c'est des gens qui sont… des fois, on a l'impression de… si on ne s'attache qu'à l'histoire, le nom de ce tableau. Ah, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais aller… Alors, le nom du tableau… c'est là… Alors, est-ce que je l'ai ici? C'est Garden à Sainte-Adresse. Donc, jardin à Sainte-Adresse. Alors, je vais laisser sur pause. Là, vous voyez, il y a le Zoom qui va se fermer, là, qui me dit que ça va se fermer bientôt. Donc, avant de passer à la question d'après, je clôt le Zoom et je le rallume. OK? Vous essayez de vous connecter vite? On fait comme ça? Parce que là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est jardin à Saint… Je dis quoi? À Sainte-Adresse. OK, donc on se déconnecte et on se reconnecte vite. Ou quitte pas le Zoom, hein. Juste on quitte pas le Kahoot, juste le Zoom. Hop, je quitte le Zoom. Donc ça va clôturer le record, ça va mettre un peu de temps à revenir. Je laisse tout le monde entrer. Hein. En fait, j'aurais dû désactiver, c'est ma faute, j'aurais dû désactiver, mais je ne sais plus comment on fait. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est bon. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus. Je crois au début, c'était obligatoire et je crois qu'ils ont changé. Maintenant, tout le monde peut connecter sans problème. On a perdu 5 participants avec cette coupure. Je peux redémarrer? Mettez plus dans le chat si je peux redémarrer. Plus. OK. Parfait. Parfait. Je vois que personne n'essaye de se connecter. Normalement, tout le monde peut connecter maintenant comme ça. Bien, vous êtes prêts pour la question suivante? Ne vous inquiétez pas, on fera un résumé à la fin. OK, c'est parti. Ah mince. Waouh! Bravo à Glowing Ferré. Je ne sais pas qui c'est, mais 5 bonnes réponses d'affilée. Un expert en art. Donc, question suivante. Bien joué, Aïcha.
Très bien. Ah, et oui, je savais que de mettre l'émoticône, ça allait vous tromper. Donc, j'ai mis ce tableau pour deux raisons. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'il a inspiré en fait quelque chose de très moderne, un émoticône. Ce tableau, c'est peut-être un des tableaux les plus connus dans le monde. Mais ce n'est pas la peur qui est son nom, il s'appelle le cri. Ce tableau, c'est le cri. À votre avis, pourquoi j'ai mis ce tableau-là? Je vais vous laisser chercher à quel truc du cours de TDC fait référence à ce tableau-là. J'ai hésité au début à le mettre dans la question et je ne l'ai pas mis. Mettez dans le chat l'émotion. Effectivement, c'est ça. Oui. C'est à travers ce tableau-là, Munch, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve dans le reste de ses œuvres. Dans son style artistique, il a vraiment recherché comment faire ressentir des émotions, et en particulier des émotions très négatives. Ici, ce qui est très étrange avec ce tableau, quand on le regarde, ce tableau qui s'appelle le cri, ce n'est pas vraiment la peur qui nous inspire, c'est plutôt la gêne. On est très gêné en regardant ce tableau, et notamment, on a vraiment une sensation de bizarre. Et en fait, ça, c'est lié à plusieurs techniques de peinture qu'il a utilisées. On a d'abord des mélanges de couleurs qui sont super bizarres, hein, on est d'accord, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. Et d'un autre côté, le paysage est très flou, d'accord, est complètement déformé, et même le visage de la personne, on voit bien que cette tête est étrange, on est d'accord, elle n'est pas normale. Et en fait, avec ce tableau, il donne une sensation de bizarreté comme ce qu'on peut retrouver dans les rêves. Vous savez, dans un rêve, tout est flou, les choses n'ont pas de contour, les visages des personnes ne sont pas nets, on sait que c'est elles, mais on ne les voit pas correctement. Et c'est vraiment ce qui est recherché chez Munch. C'est de créer des sensations de gênance, de dérangement, de malaise. Et vous allez voir, ça c'est valable pour toutes ces toiles. Je vous invite à aller voir le reste de ces toiles. Toutes ces toiles mettent mal à l'aise. Donc là, on est vraiment dans la recherche de faire ressentir des émotions. Et donc du coup, on voit bien que là, on a un concept qui est hyper important, c'est qu'une œuvre existe par l'interaction de son public. Une œuvre n'existe pas si elle ne peut pas interagir avec un public. D'accord? Une œuvre n'est œuvre que parce qu'elle interagit avec un public, avec quelqu'un qui la regarde, ou qui l'entend, ou qui l'écoute, ça dépend des formes d'art. Mais il faut qu'il y ait un public avec lequel elle va interagir. C'est bon? Donc ici, les émotions. C'est quand même assez incroyable de faire ressentir des émotions avec juste du visuel et de l'interaction au public. C'est vraiment deux points importants. Je passe à la suite. Hop, les points. Encore une bonne réponse pour Glowing Ferret. C'est parti. Eh ouais. Oui, c'était logique que ça allait être la plus grande, effectivement. Ouais, ce tableau vaut 1 milliard de francs CFA, 1 600 000 euros. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer à travers ce tableau? Déjà, là, on arrive à une époque qui est beaucoup plus moderne. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est déjà, c'est la première fois qu'on avait un monochrome. Et il est intéressant sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que tout à l'heure, je parlais de technique. Je ne vois que du bleu, mais c'est que du bleu. C'est un tableau entièrement plein en bleu. Je parlais de technique tout à l'heure. Et justement, dans la technique, il y a aussi la production de couleurs. C'est-à-dire, d'un artiste à l'autre, toute leur recherche, vous allez voir, même quand vous étudiez des gens comme Michel-Ange qui faisait de la peinture avec des œufs,
ou comme par exemple Jericho que je parlais tout à l'heure qui faisait de la peinture au plomb. Chez les peintres, il y a toujours cette recherche justement de réussir à faire une couleur bien particulière et bien singulière. D'accord ? Et Klein a justement fait toute une série de monochromes bleus. Et d'ailleurs, ces bleus-là portent son nom aujourd'hui. Si vous tapez bleu Klein, vous allez voir, c'est des marques déposées. C'est lui qui les a inventés. Ces bleus-là n'existaient pas avant lui. Et maintenant, ça porte leur nom. Ça porte son nom. Ça peut paraître bizarre, mais c'est des recherches qui sont encore faites aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, mais il y a une marque de voiture qui avait déposé une teinture de noir parce qu'ils avaient réussi à faire un noir extrêmement sombre. C'était le noir le plus sombre qu'on n'avait jamais réussi à faire. Donc ça, c'est le premier point. On est vraiment dans une recherche de réussir à faire une couleur en particulier. Et de l'autre côté, il y a une recherche aussi philosophique sur l'art. Ce tableau représente une réflexion, c'est est-ce que c'est de l'art? Quelles sont les limites de l'art? Et jusqu'où on peut aller et continuer à appeler ça de l'art? Et vous allez le voir avec le tableau suivant et après je continue à en discuter. Je vous montre rapidement le tableau suivant et après on continue d'en discuter. Un tableau de Malevich et on vous demande de trouver le titre. Ce tableau s'appelle Blanc sur blanc. Pareil, il vaut je ne sais pas combien de millions de dollars. Alors, tout à l'heure, chez Klein, on avait une recherche de couleurs. Chez Malevich, lui, il a poussé justement le deuxième point à l'extrême. Lui, c'était et si je fais du blanc, est-ce que c'est toujours de l'art? Et en fait, il y a eu un espèce de, on va dire, de concours à ça. On était en Italie. Alors, attendez, que je ne me trompe pas dans l'époque. Je vais juste vite fait chercher l'époque, que je ne fasse pas de bêtises. On est à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et justement, il y a tout un courant en Italie qui est né de rechercher l'art le plus minimaliste possible, en se demandant à chaque étape, est-ce que c'est toujours de l'art ou pas? Et en fait, il s'est avéré que aussi loin qu'on allait, on était toujours dans de l'art parce que justement, en fait, l'art, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le témoignage du passage de l'homme sur Terre. Et donc, ces tableaux-là, en fait, par exemple, ce tableau de Malevich est le témoignage d'une réflexion qu'a eu l'homme sur son propre art, justement, à une certaine époque. Et donc, du coup, rien que ça en fait une œuvre d'art. De plus, le fait que le public, quand il va interagir avec ce genre de toile, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi un simple truc qu'aurait pu faire je sais pas, un élève de CM2, pourquoi c'est de l'art. Rien que ça, le fait qu'ils se posent la question et qu'ils soient obligés de chercher, de nouveau, ça en fait une œuvre d'art parce que ça les amène à avoir une réflexion sur l'art. Et donc, du coup, on voit bien que le peintre, même si les gens ne sont pas d'accord, a atteint son objectif. Il a réussi à provoquer une discussion et une réflexion sur son art. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors, je sais que ça peut paraître choquant, mais ces deux œuvres sont vraiment importantes à comprendre pour comprendre la philosophie de l'art. Pour vous dire à quel point ils sont allés, il y avait un autre de ses concurrents, j'ai oublié son nom, je vous invite à aller rechercher, qui lui a repris un tableau blanc, il a mis un coup de couteau dedans. Alors Malevich a recommencé, lui il a mis 2 coups de couteau dedans et puis ils ont fait une espèce de guéguerre comme ça, de tableau de pierre en pierre entre deux. Je vous invite à aller regarder sur internet. Sur la couleur, pour revenir sur le tableau du bleu de Klein, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de drapeau violet? Prenez tous les drapeaux des pays du monde, il n'y en a aucun qui a du violet à l'intérieur. Non, vous ne savez pas? Je vais vous l'expliquer rapidement. Et vous remarquerez dans les toiles, vous allez quasiment jamais trouver du violet. Les seules toiles de peinture dans lesquelles vous allez trouver du violet, ouais, ça symbolise. Alors, c'est devenu, ça a symbolisé quelque chose à cause d'une autre particularité. Je vais vous expliquer. Vous allez quasiment jamais trouver de violet parce qu'en fait, c'était impossible de produire cette couleur. On n'arrivait pas à produire cette couleur.
Et la seule technique qu'on avait réussi à trouver pour produire du violet, c'était à partir de l'écaille de coquilles d'escargot qu'on trouvait au Liban. Et il fallait broyer des milliers et des milliers d'escargots pour pouvoir faire de la peinture violette. Donc du coup, les teintures violettes coûtaient une fortune. Et il n'y avait que les nobles, et puis les vraiment, quand je dis les nobles, c'est vraiment les très nobles, hein, vraiment les très très riches qui avaient les moyens de se payer. Et donc du coup, quand vous allez voir du violet dans une toile, très souvent, c'est que soit c'est un roi, soit c'est un empereur, ou alors c'est une figure religieuse. Ça va être Jésus, la Vierge Marie ou ce genre de choses. Et donc du coup, comme la couleur était tellement impossible à fabriquer, on l'a réservé aux personnes qui avaient un caractère divin. Voilà pour la petite histoire de la peinture. On continue? Celui-là, vous pouvez le deviner. Je pense que vous pouvez le deviner. Alors, le symbolisme, c'était un piège. Parce que j'ai parlé de symbolisme ici. C'est le courant surréaliste. Dali, c'est le courant surréaliste. Je vais vous remontrer la photo. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que je voulais vous dire sur Dali, outre le fait que ce soit un des artistes préférés, il a deux courants dans sa vie en fait. Il a d'abord toute une partie de sa vie où il faisait du réalisme, donc les tableaux sont un peu ennuyants, j'ai envie de dire. Et en fait, il y a toute la deuxième partie de sa vie, et c'est pour cette deuxième partie qu'il est connu. Je suis sûr que vous connaissez Dali et que vous avez déjà vu une photo de lui. C'est l'homme qui a une grande moustache. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu en photo. C'est un Espagnol. Et justement, toute la deuxième partie de sa vie était entièrement tournée à la peinture de toile totalement surréaliste, où sont mélangés justement plein de symboles. Il est flippant. Oui, enfin, je vous invite à visiter sa ville natale. Vous allez voir, c'est incroyable. Ces peintures sont juste absolument fantastiques. Et ce qui est intéressant dans ces peintures, c'est que elles sont ludiques. En fait, on peut aller chercher à les décrypter. Elles sont totalement impossibles à décrypter hein, si on n'est pas un expert en peinture, même un expert même en système religieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dali était franc-maçon. Et en fait, à l'intérieur de ces toiles, il aimait beaucoup justement y intégrer beaucoup de codes ésotériques, donc liés à la magie chrétienne. Et donc, du coup, il faut essayer d'aller décoder un peu à droite, à gauche, ce qu'il essaye de représenter. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant avec ces toiles. Il y a presque un jeu entre le peintre et le public. Il y a deux trucs qui l'obsédaient. Il y a deux trucs qui l'obsédaient, Dali. Donc, il y avait d'un côté pardon, j'ai dit la magie pour simplifier, l'ésotérisme chrétien, la partie cachée en fait. On en reparlera quand on fera les systèmes religieux, mais toute religion en fait a un système ésotérique. Vous avez la Kabbale pour les juifs, vous avez le soufisme pour l'islam, vous avez la maçonnerie pour les anglicans. On retrouve systématiquement, en fait, il y a une pratique qui est la partie qui est dédiée au grand public et la partie ésotérique. Enfin, c'est quelque chose dont on discutera dans les systèmes religieux, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et l'autre côté, c'était la sexualité. Il était obsédé par les femmes, représenter les femmes, et même lui, qu'est-ce qui l'attirait est-ce que c'était plus les femmes ou les hommes? Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette peinture-là, Dali la considère comme un autoportrait. Donc ça peut paraître très étrange, mais pour Dali, ça, il a fait un autoportrait de lui-même. Ça peut paraître très, très étrange. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Juste, vous parlez des autres. Le cubisme, je suis sûr que vous connaissez parce que je n'ai pas de toile dessus.
le cubisme, je suis sûr que vous avez déjà vu des toiles. C'est très particulier, hein, ça se reconnaît très facilement, c'est des cubes. Et le dadaïsme, je pense que vous avez déjà vu dans des séries américaines, ils aiment bien mettre des tableaux en fond. Mondrian, par exemple, de Mondrian. On trouve très souvent Mondrian chez les riches dans les séries américaines. C'est ça le dadaïsme. Donc, c'est un art très conceptuel aussi. Je ne l'ai pas mis dans les questions parce que je ne sais pas trop où le placer. On passe à la suite. C'est parti. Il y en a 9 qui sont tombés. Il y en a un qui a dit une pomme. Qui a dit une pomme? Alors, ceci n'est pas une pipe parce que c'est une œuvre d'art. Donc là, cette œuvre de Magritte est une invitation justement à la réflexion, c'est-à-dire que les objets dans une œuvre ne sont pas ce qu'ils sont. Ils sont juste là en fait pour véhiculer un message qui est le message de l'artiste. Que ce soit une émotion, un message politique, une sensation, un concept ou autre. Donc ce qui se trouve ici, même si ça ressemble à une pipe, ça n'est pas une pipe, c'est une œuvre d'art. C'était la petite blague de René Magritte. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris la blague? Ou a compris, même si vous considérez que ce n'est pas une blague? Non, personne ne met de plus. Plus, dièse, ça veut dire quoi, dièse? Ok, je passe à la suite. C'est pas drôle. Ah si, c'est très drôle. L'humour est un art aussi. Elle est facile cette question. Effectivement, c'est le temps. Ah, c'est bien, il y en a 2 qui ont mis les maths, c'est fun. Rien que pour ça, je suis content de ma journée. Effectivement, Romano Palca, il a dédié toute sa vie à peindre des tableaux où il mettait des nombres les uns après les autres. Donc, il a commencé par 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est des suites de nombres qui se suivent. Et vous remarquez que le fond est noir. Le fond des nombres est noir. Il écrivait des nombres en blanc sur un fond noir. Et en fait, à chaque fois qu'il passait à une nouvelle toile, il diminuait la concentration de noir dans le fond. Ce qui fait que ces toiles sont de plus en plus blanches en fait, au fur et à mesure des années. Également, ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il avait terminé une toile, je vais vous montrer, il prenait une photo de lui. Il prenait une photo de lui justement pour symboliser de son visage, tout le temps dans la même posture, pour montrer justement ce temps qui s'en va. Et surtout, ce qu'il voulait montrer, ce n'est pas seulement le temps, c'est que le temps, il est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, bon, on peut trouver ça fou qu'un homme ait fait que ça de toute sa vie, mais voilà, c'est l'œuvre d'un homme qui a recherché à montrer un concept, visualiser un concept, et pour ça, c'est assez extraordinaire. Donc, l'art peut s'intéresser, ce n'est pas obligatoirement des émotions, ce n'est pas obligatoirement des messages, ce n'est pas obligatoirement des choses qui touchent les gens. Là, on a juste un concept qui est brutalement… Romano Palca, Opalka. Ici, Romano Palca. Donc là, il a voulu en fait matérialiser en fait un concept qui est totalement abstrait. C'est quelque chose qui est assez logique en art,
c'est que l'art est une allégorie de quelque chose, toujours. D'accord? La notion d'allégorie va être importante en art. C'est bon, je peux passer à la suite? Alors, il y avait deux bonnes réponses. C'est un pictogramme, effectivement, et plus particulièrement, ce pictogramme s'appelle un stickman. Alors, je ne sais pas qui a dit un dessin pour enfants. Donc, ce qu'il faut savoir, donc là, effectivement, pour décoder l'étoile de Keith Haring, donc il faut savoir que justement, il menait un combat pour les droits des LGBT aux États-Unis. Donc lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Et pourquoi il a fait toute une recherche sur le stickman? Je pense que c'est la tienne. La mienne a l'air de très bien fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, j'enregistre, vous pourrez re-regarder après si vous voulez. Il a fait toute une recherche sur le stickman parce que le stickman est neutre en fait. Vous remarquerez qu'on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est jaune, n'importe quelle couleur qui peut exister dans le monde. On ne connaît pas sa religion, on ne connaît pas sa culture. Et c'était cette neutralité qui l'intéressait. Et notamment les stickman, il y a une vraie recherche, et les pictogrammes de manière générale, il y a une vraie recherche qui est faite dessus, pas seulement en art. Là, on a un côté utilitaire aussi à l'art, parce que derrière, le pictogramme, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Par exemple, je vais vous montrer, la première chose qui sort quand vous tapez pictogramme, c'est quelque chose que vous utilisez dans vos labos de chimie, mais aussi sur la route, ça sert à faire les panneaux, par exemple, stop, interdit, traversée, etc. Donc là, c'est l'art, il y a un mélange entre l'art et quelque chose d'utile. Et en plus, chez Haring, il y avait cette volonté, j'utilise le stickman parce que le stickman est neutre. Il est neutre en genre, neutre en culture, neutre en religion. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le stickman, c'est un style qui a traversé absolument toutes les époques. On en retrouve aussi bien dans les arts primitifs, par exemple dans les grottes en Europe qui datent d'il y a des dizaines de milliers d'années. On en retrouve sur les hiéroglyphes dans les tombeaux égyptiens. On en retrouve dans toute la culture animiste en Afrique. On en retrouve absolument partout. C'est un des rares styles qui est totalement universel et qui est en plus totalement intemporel. Et peut-être une des explications, c'est lié justement à la neutralité de ces dessins. En fait. C'est bon, je passe à la suite? Ok. Très bien. Alors, ceux qui ont mis rouge et bleu, vous n'avez pas faux. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que je viens de dire au départ, ce que je viens de dire juste avant, effectivement, le pictogramme, j'ai dit, il est utilisé aussi pour symboliser justement des dangers. En sciences humaines aussi pour organiser la société. Et là, c'était par rapport au dessin que je posais la question. Donc là, on a une toile, je pense que vous reconnaissez assez facilement. C'est un batik. On est dans de l'art traditionnel africain.
Et donc, l'idée, c'était que l'art est systématiquement connecté au système de culture autochtone auquel il appartient. D'ailleurs, pour discuter de ça, est-ce que vous vous rappelez quand on avait vu la conférence de Daniel Dennett au mois d'octobre, les idées, il comparait ça à des virus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant c'est les idées, ça passe d'une tête à une autre, et que des fois, il y a des cultures qui ne sont pas préparées à accepter certaines idées, et donc du coup, ça peut faire du dommage, il faut faire attention à ce qu'on fait, etc. Vous vous souvenez de cette conférence? Ok, ok, super. Non? Ah là là, vous oubliez mes cours. Je vous la remettrai sur le groupe. Et justement, en art, c'est quelque chose à laquelle on va être souvent confronté, justement. En art, il faut faire, alors pas avec cette photo-là, hein, bien sûr, mais il y a des formes d'art qui vont peut-être choquer certains. Ah mince, ça va redéconnecter. On va attendre que ça aille jusqu'au bout. Vous voyez que l'art peut être très divers en fonction des époques et en fonction des régions. Et que comme elles sont liées à des modes de pensée et à des cultures particulières, qui ont pris des années et des siècles à se construire, l'art d'une certaine région du monde peut choquer une autre région du monde qui n'est pas préparée à voir ce genre de choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la culture japonaise, il n'y a absolument aucun tabou autour du sexe. Et donc, du coup, vous allez pouvoir trouver dans les parcs, le parc où vous emmenez vos enfants pour jouer, hein, où vous allez vous promener tranquillement le week-end, dans les parcs, vous allez trouver des statues de sexe d'hommes et de femmes, comme ça, en plein milieu du parc, en plein milieu de la ville, au Japon, et ça choque absolument personne. Parce que c'est lié justement à des trucs liés à leur divinité dans ces pays-là. Vous feriez exactement la même chose, ces statues, vous les présenteriez par exemple au Caire, là vous auriez tout de suite une révolution dans la ville. Et donc du coup, c'est quelque chose, quand nous on étudie en tant que chercheur, en fait, pour comprendre comment la connaissance se produit, il faut absolument qu'on soit ouvert à tout. Par contre, il faut bien être conscient que tout le monde ne va pas pouvoir accepter, en fait. D'accord? C'est quelque chose, avec l'art, il va toujours falloir être très, très vigilant. Quelque chose qui est considéré comme de l'art dans une culture va être considéré comme un blasphème peut-être dans une autre. Il peut provoquer des réactions violentes. Donc, il ne faut jamais oublier que l'art est directement connecté à une culture et donc du coup une structure de pensée. On passe à la suite avant que ça coupe. Je fais vite. Et oui, ça vient du Ghana. Donc, enfin, ça vient d'Angleterre et de Hollande à l'origine, mais ça a été importé en Afrique justement par les Ashantis. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer avec ça? Donc, vous avez tous reconnu, hein, c'est le pagne que tout le monde porte ici dans la rue en permanence. Pourquoi je le classe dans art? Ça peut paraître très étrange, mais c'est parce que des fois, quelque chose qui appartient à la vie quotidienne de quelqu'un peut être considéré comme une forme d'art par une autre culture. Par exemple, vous prenez des pagnes comme ça, africains, qui sont peut-être le quotidien pour certaines personnes ici. Ben, en Europe, on va considérer ça comme de l'art et ça va se vendre cher en fait. Des habits en pagne vont se vendre beaucoup plus cher en Europe parce que c'est quelque chose d'exceptionnel et pas quelque chose lié au quotidien. Et donc, du coup, on va le considérer comme quelque chose a des soucis, monsieur, donc je ne vais plus répondre. C'est pas grave, c'est pas grave. Essaye de répondre chez toi tranquillement. C'est pas grave si vous ne répondez pas directement dessus. L'autre aspect qui est intéressant, c'est le pagne ici. Il symbolise bien un échange entre cultures. On a bien une interaction justement entre la Hollande qui cherchait à… Je vais vendre tous les pagnes de chez moi. Pourquoi? Pourquoi tu veux vendre tous les pagnes de chez toi?
il y a une interaction culturelle donc, entre les Hollandais et l'Afrique de l'Ouest. Les Hollandais qui cherchaient un moyen justement de faire du commerce avec l'Afrique de l'Ouest. Et le pagne, il s'est trouvé que les Ashantis les aimaient beaucoup et donc du coup, ils ont pu démarrer justement des relations commerciales pour gagner beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr que ça va très bien marcher en ce moment. Le confinement n'est pas facile. Ouais. Quand je disais que quelque chose qui est le quotidien de quelqu'un, qui peut être exceptionnel pour quelqu'un d'autre, regardez les musées. Dans les musées, on trouve des choses où il y a les gens qui sont en train de regarder, en train de s'extasier, qui pourtant, à une époque, si on remettait des gens de l'époque maintenant, ils trouveraient ça super bizarre. Par exemple, si vous allez au musée du Caire, vous allez trouver des assiettes, vous allez trouver des couverts, vous allez trouver de la poterie, vous allez trouver des chaises, et les gens sont en train de s'extasier devant. Alors pourquoi ils s'extasient devant? C'est parce que c'est le témoignage justement du passage de l'humanité il y a quand même plus de 4000 ans. Les premières dynasties égyptiennes, c'était il y a plus de 4000 ans. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de totalement anodin. C'était le truc auquel, si on le cassait, c'était pas grave. C'était le machin dans lequel on versait de l'huile. Peut-être c'était des trucs dans lesquels on mettait des déchets. Donc, c'était des choses qu'on prenait même pas, on n'en prenait pas soin et on n'avait même aucune considération pour ces objets-là. Sauf qu'à notre époque, ça a acquis de la valeur et on considère que c'est devenu de l'art parce que c'est le témoignage du passage de l'homme sur Terre, justement. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. De l'homme sur Terre à un instant donné de l'histoire. Le temps, monsieur, on devra revenir. Il reste 2-3 trucs et j'aimerais faire un résumé à la fin. On déconnecte, reconnecte, ça vous va? On le fait maintenant? Peut-être que dans 1000 ans, mon assiette sera dans un musée. Peut-être. Peut-être que ton smartphone sera dans un musée. Ils seront là en train de rigoler. « Oh, regarde, à l'époque, ils ne connaissaient même pas les implants cérébrales. » Allez, je déconnecte et on se reconnecte tout de suite. On va redémarrer. Donc, on termine. Il n'y en a plus pour longtemps. Je crois qu'il y a 2-3 slides. Puis après, on fera un petit résumé rapide. Et bien, c'est bon. Je peux passer du coup à la question suivante. Petit plus. Ok, c'est parti. Il ne reste plus grand-chose de toute façon. Voilà. Ah, je pensais que ça irait plus vite. Je pensais que ça irait beaucoup plus vite, que vous allez reconnaître plus rapidement. Non, ça, c'est le vaudou. Ce sont des fétiches. Donc, c'était juste pour rappeler un deuxième aspect, c'est que l'art est systématiquement aussi très connecté à la religion pour 2 raisons. Déjà, c'est que ça… Alors, la première raison, c'est que ça permet de créer l'art, une interaction entre l'homme et son dieu ou ses dieux, ou la création de manière générale, si jamais on est dans des systèmes proches de l'athéisme. On a beaucoup de variations en fonction des religions. Par exemple, les religions animistes ont souvent une très forte interaction avec les esprits qui les entourent. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez un certain nombre de cultures asiatiques. Après, on a d'autres religions où les représentations sont beaucoup plus restreintes. Par exemple, dans le christianisme ou le judaïsme, les représentations on se contente uniquement de faire des représentations des gens du livre. Et on a d'autres religions, comme par exemple l'islam, où il est totalement interdit de faire des représentations du divin.
La seule chose qu'on a le droit de représenter, par exemple, quand vous allez dans les grandes mosquées au Caire, je vous invite à aller les visiter, elles sont absolument magnifiques. La seule chose que vous avez le droit de représenter, c'est la création de Dieu et non pas Dieu lui-même. Et du coup, vous allez trouver comme type de décoration soit de la géométrie, donc c'est-à-dire on va passer par les mathématiques, ou alors on va représenter de l'art végétal. On va trouver des fresques de fleurs, d'arbres, etc. Ça va être très, très végétal, les décorations qu'on va pouvoir trouver. Donc l'art, directement connecté à la religion, parce que ça lui permet de représenter le divin. Mais de l'autre côté aussi, c'est que la particularité de Dieu, c'est d'avoir créé. Et donc, du coup, la particularité de Dieu, c'est d'être bien, justement, un artiste dans le sens pur du terme, puisqu'il a créé. Et en fait, chaque artiste en lui-même essaye de créer quelque chose, de représenter quelque chose, et c'est en ça qu'il est attaché également au divin. C'est pour ça que très longtemps, on avait par exemple dans la culture grecque, on retrouve ça un peu aussi dans la culture asiatique, on a ce qu'on appelle les muses, vous savez, ces espèces d'envoyés de Dieu qui viennent, ou les anges, qui viennent inspirer les artistes. On a très souvent une connexion parce qu'ils sont là pour représenter justement la création de Dieu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais revenir sur un point dont je parlais tout à l'heure sur les ésotérismes dans les systèmes de croyances religieuses, c'est-à-dire les parties cachées qui sont uniquement dédiées aux initiés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, aux imams, aux prêtres, aux gens qui ont suivi une certaine initiation, avec des variations. Par exemple, donc, ce que je disais tout à l'heure, le kabbalisme, le soufisme, l'alchimie, la maçonnerie, etc. Je ne connais pas le nom pour les religions asiatiques, il faudrait que je recherche d'ailleurs, ça serait intéressant. Toutes ces pratiques-là, qui sont des pratiques donc cachées des religions, on les nomme art royal. C'est l'art des rois, parce que justement, on essaye, à travers l'étude de la magie, on essaye de comprendre comment Dieu a créé l'univers. Donc, c'est pour montrer qu'il y a vraiment une très, très forte connexion entre l'art et les systèmes de croyances religieuses, peu importe les religions. Je répète, je vais vous demander, c'est qui l'auteur? Alors, là, ça va être difficile de dire qu'il y a un auteur en particulier. C'est un musée qui se trouve à Strasbourg, où justement, c'est un béninois ou togolais, je ne sais plus, béninois ou togolais, qui est pour préserver le patrimoine justement du vaudou béninois et togolais, a créé un musée justement où il essaye de récolter un peu des fétiches, mais on ne peut pas dire qu'il y a un auteur en particulier. Faudra aller voir. Je vous invite à aller voir ce musée si vous avez l'occasion d'aller à Strasbourg. Il est absolument fantastique. Bien, je passe à la suite. Je ne sais plus ce qu'il reste encore. Je ne me souviens plus où on en est exactement. Ah oui, si, je sais, il reste 2 slides. Alors, vous avez le choix. L'Italie, l'Espagne, Dubaï, Oman. C'était Barcelone, ouais, effectivement. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Pourquoi je vous ai mis ça? C'était pour vous montrer qu'en fait, tous les concepts qu'on vient de voir depuis le début, on les retrouve dans n'importe quel art. Et par exemple, ici, l'architecture. Et ici, par exemple, chez Gaudi, il y a une recherche d'organique, c'est-à-dire de mettre de l'organique, donc du vivant, à l'intérieur de choses qui sont inorganiques, des immeubles. Je vous invite, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'aller visiter Barcelone, on trouve des créations de Gaudi comme ça un peu partout dans la ville, et c'est à chaque fois absolument magnifique, et c'est très étrange. Vous voyez, quand on regarde cette façade, on la trouve belle au premier regard, et après, quand on commence à regarder dans les détails, il y a des choses qui commencent à être un petit peu dérangeantes. On a l'impression de voir des visages dans les balcons, ce genre de choses. Parce que c'est le fait qu'on ait quelque chose qui soit totalement non vivant, qui ressemble à ce point du vivant, ça crée un espèce de sentiment de malaise. Ce malaise lié à du non-vivant qui ressemble à du vivant, c'est un malaise que vous retrouvez aussi, pour vous donner un exemple, dans les intelligences artificielles.
je suis sûr que quand vous avez vu Alexa ou ce genre de choses, ce genre de robot être en train de parler, vous avez un sentiment qui est très bizarre et que vous n'arrivez pas à décrire. C'est parce que votre cerveau, en fait, il voit que ça ressemble à quelque chose de vivant, mais il sait que ça n'en est pas. Et c'est ça qui le met mal à l'aise, en fait. Vous voyez de quel robot je parle? Mais c'est à peu près avec tous les robots. Les gens ont des sensations bizarres. Alexa, IA. Voilà, c'est ça. Alexa. Est-ce qu'il y a des images? Ah non, je me suis trompé. Alexa, c'est le nom de la boîte. C'est pas elle que je voulais parler. Mince. Bon, je rechercherai le nom, je me suis trompé. Alexa, c'est le nom de Amazon. Je vous retrouverai, on recherchera le nom. Vous vous souvenez de celle de l'IA qui parlait sur Twitter et qui à la fin avait pété les plombs en disant qu'elle allait détruire l'humanité? On continue. Hop. Ah, c'est bon, c'est la dernière slide. Ah, c'était juste une petite question de provocation. Est-ce que ça, c'est de l'art? Alors, j'ai mis que les deux réponses étaient bonnes pour que vous puissiez laisser votre avis. Mais en fait, si on regarde les concepts auxquels on s'est attaché depuis le début, et bien en fait, ils sont tous applicables en cuisine. On peut avoir une recherche d'esthétique, on peut avoir la recherche de faire passer des émotions, on peut avoir une recherche de technique. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que la cuisine respecte absolument tous les codes de l'art. Et ça, justement, on va pouvoir essayer d'avoir cette grille de lecture avec plein d'autres choses et se demander, du coup, est-ce que ça respecte les codes de l'art ou pas? Et par exemple, quand tout à l'heure, je demandais est-ce que les mèmes sont un art, il faudrait se poser la question, est-ce que ça correspond bien à tous les critères? Et si ça ne correspond pas à certains critères, pourquoi? Et là, on pourrait commencer à avoir une analyse et une réflexion de TDC. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous préparer aujourd'hui, donc faire une petite exploration. Je suis désolé, il est 16 h, on a carrément débordé. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu. Donc, je rappelle, je fais un résumé rapide. L'art, il est très fortement connecté au système de croyances religieuses de par sa nature liée à la création. Et étonnamment, ça le connecte fortement à tous les sujets liés à la sexualité également. C'est un thème récurrent, la religion et la sexualité. C'est deux thèmes qui sont extrêmement récurrents dans l'art en général, et pas que l'art sous forme de toile, sous forme de peinture. On peut avoir différents types de recherches qui peuvent être faites. Tout d'abord, des recherches d'un point de vue esthétique pour faire passer des messages, qui peuvent être des messages politiques, qui peuvent être des messages, par exemple, comme le droit des LGBT ou comme dénoncer la corruption dans le gouvernement. Ça peut être pour faire passer des émotions. Ça peut être un travail conceptuel, par exemple, comme Roman Opalka. Mais ça peut être créer des connaissances en art. Ça peut être également créer des connaissances du point de vue de la technique. Et du point de vue de la technique, ça va être par exemple fabriquer des nouvelles couleurs, inventer une nouvelle manière de peindre, mais ça peut être par exemple pour un musicien inventer un nouvel instrument ou améliorer un instrument. Par exemple, la guitare électrique, c'est une innovation de la guitare classique. Et nécessairement une œuvre d'art, elle doit avoir une interaction avec un public. Une œuvre d'art n'existe pas sans interaction. Même si ce public est composé d'une personne, une œuvre, pour qu'elle existe, il faut qu'elle interagisse avec au moins une personne. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette introduction sur l'art. Et elle doit être unique. Ah, pas tout à fait. Ça, c'est discutable. Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Pas tout à fait. Parce que par exemple, tu prends les bleus de Klein, il en a fait plein. Et même le Géricault, là, le radeau de la Méduse, il a fait plein de radeaux de la Méduse. Il y a plein de toiles de radeau de la Méduse. Après, il n'y en a qu'une qu'on considère comme étant celle qui représente toutes les autres, mais il en a fait plein. Tu vois, c'est très souvent que les peintres font plusieurs fois la même toile et après, parmi elles, ils en choisissent une qui est particulière.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on trouve ça aussi, par exemple, dans le design. Par exemple, la chaise de bureau sur laquelle vous êtes assis, il est fort probable qu'à une époque, avant de devenir une production en série par un magasin, ça a été une œuvre signature d'un designer. Vous allez voir d'ailleurs, la plupart des chaises de bureau sur lesquelles on est assis, c'est des chaises qui ont été designées au milieu du XXe siècle et qui étaient des œuvres de designers. Et maintenant, qui sont courants. On en trouve dans les aéroports, on en trouve dans les salles d'attente. Mais à l'origine, c'était une œuvre d'art, effectivement. C'est très intéressant de s'intéresser au design des objets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous pouvez y aller. Vous pouvez partir. Il n'y a pas de questions. OK. Bon. C'est pas grave. Ah, OK. Je t'écoute. Vas-y, vas-y. Attends, je vais retirer le… Voilà. Tu peux te démute maintenant, je crois, si tu cliques. iPad. Voilà. Monsieur, ce que je voulais dire, c'est que c'est unique dans le sens où même si l'artiste a produit plusieurs, c'est sa création à lui. Genre, par exemple, Ah, la couleur qu'il a créée. c'est ça. Exactement. Exactement. Oui, oui, tu as raison. Dans ce sens-là, oui, tu as tout à fait raison. Oui. C'est ça. La photo, oui, c'est de l'art aussi. Oui, oui. Ça fait partie des arts. Quels sont les concepts principaux de l'art? Je viens de tous les citer. Il n'y a pas de concepts principaux. Il y a des pistes conceptuelles qu'on va explorer. Donc, je disais déjà, pour répéter, il y a les connexions avec les systèmes religieux parce qu'il y a la notion de création, le concept de création qui est dans l'art et qui nécessairement le connecte avec les systèmes religieux et toute la symbolique liée à la sexualité. De l'autre côté, l'art, il est nécessairement à l'image de la structure de pensée d'une culture particulière. D'accord? Même si c'est par opposition et par rébellion vis-à-vis d'une culture, en définitive, cette œuvre d'art est quand même connectée à cette culture, même si elle est en rébellion face à une culture. Ensuite, dans les constructions, dans les productions de connaissances, on peut avoir différents types de productions de connaissances. On a d'un côté des productions de connaissances qui vont être des caractéristiques esthétiques, et de l'autre côté, ça peut être des connaissances techniques. On peut produire des connaissances sur ces deux domaines-là. Et puis, monsieur, Oui. aussi, on peut remarquer que les œuvres d'art qui ont eu le plus de succès, ce sont des œuvres peu esthétiques, mais plus intrigantes. Par exemple, les œuvres où on ne comprend pas, où l'auteur, par exemple, a mis qu'une seule couleur, et puis les gens sont choqués que ça soit de l'art. En fait, il faut bien rechercher dans esthétique, qu'est-ce que ça veut dire? L'esthétique, on l'associe très souvent au beau. Mais au beau par rapport à quoi? Mhm. En fait, on pourrait plutôt l'associer à, à la bonne manière de véhiculer en fait, le message qu'on souhaitait véhiculer. Et c'est en ça que ça en fait une œuvre d'art. Dans l'art, vous avez aussi la littérature, hein. La littérature, ce que vous faites en français, en langue A, c'est de l'art. Et vous regardez, vous étudiez, ce que vous étudiez en français, c'est l'ensemble des techniques qu'a utilisé l'auteur pour faire passer de manière efficace son message. Quand vous Mhm. étudiez, par exemple, je ne sais pas, quand vous étudiez Balzac, son objectif, c'était d'essayer de faire une espèce de description de l'ensemble des personnages qui existaient dans le Paris de l'époque. Mhm. Il utilise des techniques particulières pour vous faire comprendre comment pensent ces gens-là, comment ils vivent, Mhm. etc. Et donc, du coup, on voit bien que… pardon, je ne sais plus où j'en étais. Oui, Vous il faut… disiez que… L'esthétique, voilà, l'esthétique va pas nécessairement, faut pas l'entendre nécessairement dans le beau où nous on trouve ça beau, mais c'est beau dans le sens où c'est bien organisé, où c'est bien tous les éléments. Tu vois, par exemple, le Minotaure. Je disais, elle est moche cette toile. Alors attends. Alors là, vous avez le Mhm. podium. Attendez, je vais revenir dessus. Ok.
On peut féliciter Aïcha d'avoir gagné de très loin en plus. Félicitations Aïcha. Alors attends, je vais revenir. Hop. Attends, comment je pourrais revenir dessus? Voilà, exactement Tariq, c'est que le beau tout seul, voilà, quand je disais, voilà, il est moche. C'est que le beau tout seul, en fait, c'est extrêmement subjectif. Et ça va être subjectif d'une culture à une autre, d'une vision à une autre, etc. Mais en fait, pourquoi on va considérer qu'elle est esthétique, cette toile? Dans le sens, elle est beau, non pas dans ce qu'on voit, mais dans sa manière ou son organisation véhicule parfaitement le message qu'elle voulait transmettre. D'accord? C'est plus beau dans ce sens-là. C'est comme l'esthétique en mathématiques. Par exemple, quand on parle d'esthétique en maths, on parle de la manière dont la démonstration est produite. Elle est belle, par exemple, une démonstration mathématique, elle est belle dans le sens où elle s'organise très bien et même quelqu'un qui ne connaît pas très bien les maths arrive à la lire et arrive à la comprendre. Là, c'est pareil pour un tableau. En fait, quand on parle d'esthétique, c'est vraiment faut se détacher du beau et du moche qu'on a l'habitude de dire pour en fait rentrer dans est-ce que l'organisation du tableau ou l'organisation de la musique ou l'organisation, je sais pas, de mon architecture de mon bâtiment permet de véhiculer exactement le message que j'ai envie de transmettre. Parce que rappelez-vous, un des concepts, c'est bon, ouais. Rappelez-vous, on avait dit un des concepts premiers de l'art, c'est qu'une œuvre d'art interagit avec un public. Pas d'œuvre sans public. Oui, monsieur. En fait, ce que je dis, c'est que, par exemple, pour le Minato, là, on peut dire qu'on voit une représentation de quelque chose. Mais par exemple, si un artiste brûlait sa toile, par exemple, puis il poignardait sa toile, on aurait dit, beaucoup de personnes auraient dit que ce n'est pas de l'art, mais je disais que c'était ces genres d'œuvres-là qui avaient le plus de succès parce qu'on ne comprenait pas vraiment facilement ce qu'il voulait montrer. Tu sais qu'il y a un artiste qui a fait ça il n'y a pas longtemps, qui s'appelle… j'ai oublié le nom, bien sûr. Qui s'appelle Banksy, voilà, Banksy. Une de ses toiles les plus connues, c'est justement cette petite fille avec son ballon rouge. Et Banksy, en fait, personne ne connaît qui est cet artiste. Personne ne sait qui est cet artiste. Et il y a une de ces toiles qui s'est retrouvée en vente chez Christie's. C'est une grande maison de vente aux enchères. La toile a été vendue, je ne sais plus combien, de dizaines de milliers d'euros. Parce que Banksy, il milite justement c'est un militant politique. Et ce qu'il a fait, c'est au moment où, dans le cadre, en fait, tiens, on voit ici. Dans le cadre, il avait caché une broyeuse, en fait. Dans le cadre, il avait caché une broyeuse. Et en fait, quand la vente aux enchères a été terminée et que le commissaire-priseur a tapé avec son marteau pour dire adjugé vendu, en fait, la broyeuse s'est déclenchée et a complètement détruit le dessin. Et à votre avis, le prix de cette œuvre, il a augmenté ou il a diminué? Augmenté. Il a augmenté, effectivement. Il a augmenté parce que le fait d'avoir ce dessin détruit, ça fait partie de l'œuvre maintenant. Il y a un autre exemple qui peut paraître très anodin. C'était au musée Guggenheim. Il y a un artiste qui s'était amusé à fabriquer une toilette en or pour montrer justement l'indécence des plus riches qui pouvaient se permettre d'avoir des toilettes en or pendant que les plus pauvres étaient en train de mourir de faim, etc. Donc, c'est une œuvre qui voulait montrer l'indécence de la richesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, donc c'était exposé dans le musée, et ils l'avaient mis en sorte de faire croire que c'était des vraies toilettes. Et il y a des gens qui ont cru que c'était vraiment des vraies toilettes. Donc, du coup, il y a des gens qui sont allés aux toilettes dedans. Et du coup, il n'y avait pas les trucs pour évacuer ou quoi que ce soit. Donc, les toilettes se sont retrouvées hyper sales, vous imaginez bien. Le message, il faudrait demander à l'artiste, hein, je ne suis pas un expert, faudrait étudier. D'accord. Je t'invite à aller le rechercher, Aïcha. Je t'invite à aller le rechercher. Et puis, tu nous en parleras vendredi prochain.
ou sur WhatsApp. Ça marche? Et donc, du coup, le musée a voulu nettoyer les toilettes, du coup, en or. Et l'artiste a refusé. Il a dit non. C'est quand même assez incroyable le fait qu'il y ait ce mélange de défection humaine et d'or. Il dit justement, c'est ça que je veux montrer, c'est la bêtise humaine. Donc, il a refusé qu'on nettoie son œuvre. Et fait encore plus drôle, c'est que quelques semaines après, ces toilettes en or, elles se sont fait voler. Et l'artiste a refusé qu'on recherche les voleurs. Il a dit, ça fait partie de la vie de mon œuvre. Il a laissé, il y a des toilettes en or qui ont été volées quelque part, qui sont dans la nature. Et il a refusé qu'on cherche les voleurs. Voilà. Donc l'art, c'est quelque chose de... Ça va au-delà de l'œuvre, en fait. C'est vraiment le message. Ça va au-delà que de l'aspect seulement qu'on voit, parce qu'on voit qu'il peut évoluer. Il y avait eu le même cas à Paris d'un artiste qui avait exposé une œuvre qui avait fait polémique au château de Versailles. Et son œuvre d'art avait été, comment dire, il y avait des gens qui avaient tagué dessus, et notamment qui avaient tagué des propos antisémites, etc., parce que lui était juif. Et pareil, l'artiste a refusé qu'on nettoie son œuvre parce qu'il considérait que justement cette violence vis-à-vis de son art faisait maintenant partie intégrante de son œuvre. Donc c'est un courant qu'on trouve dans l'art moderne de penser qu'une œuvre elle doit avoir une vie. Et elle doit évoluer, elle doit changer, etc. Voilà. Monsieur, Ouais. peut-être parce que l'auteur se dit que peut-être dans 100 ans, les gens, à travers ça, vont savoir aussi la mentalité des gens à cette époque. C'est ça, exactement. C'est vraiment cette notion de témoignage du passage de l'homme sur Terre. Faut vraiment garder ça en tête, en fait. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça permet notamment de comprendre ces histoires de monochrome ou de tableaux avec un coup de couteau dedans. C'est parce que c'est le témoignage d'une réflexion qu'il y a eu sur l'art, en fait. C'est plus facile de comprendre beaucoup d'art en ayant ça en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on va s'arrêter là? Parce qu'il est 16h24. Vous vous ennuyez tellement que ça ne vous dérange pas de passer plus de 2 heures en PDC? Oui, Aïcha, oui, je t'écoute. J'ai vu que tu as levé la main. Tu peux te démute. Hein. Je te démute. Ah. Monsieur, c'est pas Aïcha, c'est moi. C'était une erreur. Ah, ok, pardon. Oui, on t'écoute, Cécile. Monsieur, je disais que c'était une erreur. Je l'ai touché par erreur. Ah, ok, d'accord, ok, ça marche. Ok. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et on se retrouvera pour jeudi prochain, discuter des euros de TDC. Vendredi prochain, pardon, pas jeudi prochain, vendredi prochain. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, bye bye.